Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Le président Emmanuel Macron a reçu les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui ont présenté leur rapport final dimanche 2 avril. Lors de cette rencontre, le président a salué la rigueur intellectuelle des membres et a répondu immédiatement à leurs propositions concernant la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie ainsi que l'accès aux soins palliatifs. Découvrons ensemble les réponses concrètes qu'a apporté le président aux recommandations de la Convention citoyenne. Hier matin, le président Emmanuel Macron a accueilli les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie à l'Élysée. Les membres de la Convention avaient présenté leur rapport final dimanche dernier, proposant une série de recommandations pour améliorer la prise en charge des patients en fin de vie. Les membres de la Convention ont présenté les idées forces de leur rapport, en insistant sur la nécessité de développer l'accès aux soins palliatifs pour soulager les douleurs et les souffrances des malades incurables. Ils se sont également prononcés à 76% en faveur de la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie pour les patients atteints de douleurs réfractaires. En réponse à ces propositions, le président a annoncé un plan décennal national pour la prise en charge de la douleur et pour les soins palliatifs, avec les investissements qui s'imposent. Le président souhaite fixer un seuil de lits réservé aux soins palliatifs dans chaque territoire et développer la formation des professionnels de santé. Le président a également dévoilé son intention de présenter un projet de loi sur la légalisation de l'aide active à mourir. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique, respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité. Le gouvernement travaillera en collaboration avec des parlementaires désignés par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Nous avancerons vers un modèle français de la fin de vie. Et ce chemin sera irrémédiablement différent, car vous avez travaillé, échangé, décidé. Oui, quel que soit ce chemin, grâce à vous. Nous savons désormais qu'il est possible et comment il doit s'arpenter. Avec sérieux, avec scrupule, avec respect, en refusant les controverses et en acceptant, au fond, de vivre avec des doutes. C'est en étant fidèles à votre méthode, à votre éthique, que nous serons fidèles à votre ambition. Certains considèrent l'initiative de Macron comme une tentative de détourner l'attention des critiques dont il fait actuellement l'objet de la part des Français. D'autre part, le président a annoncé qu'il solliciterait le Conseil économique, social et environnemental dans les prochaines semaines, afin qu'il organise des conventions citoyennes portant sur d'autres questions relatives à la vie de la nation. Peut-on encore débattre de la question transgenre ? Le collectif Parents Suisses, qui regroupe plus de 3000 parents suisses préoccupés par le bien-être et la santé des enfants, a récemment envoyé une lettre à la syndic d'une localité suisse dans le contexte d'une lecture publique organisée dans une médiathèque le 29 mars 2023. Il s'agissait d'une lecture faite par une drag queen à des enfants âgés de 6 ans et plus et lors de laquelle étaient abordées des thématiques controversées. Co-signataire de cette lettre, le docteur Dominique Chaton, psychiatre, psychothérapeute FMH et sexologue clinicien, est inquiet des conséquences que pourraient avoir ces lectures publiques sur les développements des plus jeunes. L'heure du conte avec une drag queen est un événement culturel destiné aux enfants dès 6 ans et leurs parents. Des lectures de ce genre ont été organisées dans plusieurs villes suisses, dont Zurich, et ont permis à des enfants d'entrer dans le monde de la diversité sexuelle. Durant une performance d'environ 1 heure, la drag queen Tralalalita lit un ou plusieurs albums classiques pour la jeunesse. Ces albums sont minutieusement sélectionnés et parlent de personnages différents et fiers de l'être. Pour le docteur Dominique Chaton, psychiatre, psychothérapeute FMH et sexologue clinicien, la banalisation de la question transgenre, opérée lors de ces événements, pourrait, à terme, perturber les jeunes générations dans leur développement. Comme ça n'est pas contextualisé, on n'explique pas à l'enfant qu'il va se trouver devant quelqu'un qui fait une sorte de théâtre ou qui en fait une mise en scène en quelque sorte, qui est un monsieur qui s'habille comme une dame un peu extravagante et qui va raconter une histoire. L'enfant se trouve plongé d'emblée face à quelqu'un dont il peut avoir des doutes il y a une ambiguïté très claire, la voix qui est différente de ce qu'il peut voir comme habillement. Quand même, je peux avoir certaines craintes, personnellement, pour des enfants un peu fragiles.
qui, tout d'un coup, savent plus très bien à qui ils ont affaire, ce que c'est que la réalité, que finalement, il y a des gens qui peuvent être très différents, alors ce qui est une bonne chose de le savoir pour la tolérance. Mais quand on est petit, à cet âge-là, ça peut être un problème dans leur développement. Il faut savoir qu'on ne naît pas, c'est pas génétiquement déterminé de se sentir d'un genre ou d'un autre. Et notamment de se sentir appartenir à son sexe biologique. À part les ambiguïtés sexuelles qui sont, somme toute, assez rares, nous sommes en gros des mâles ou des femelles de l'espèce humaine, qu'on le veuille ou non, depuis la conception y compris après notre mort. Si on va prendre des ossements dans un cimetière et qu'on regarde si c'est XX ou XY, on saura si c'était un mâle ou une femelle de l'espèce humaine. Bon. Le genre, c'est-à-dire comment je me sens par rapport à mon sexe, ça c'est quelque chose qui n'est pas déterminé génétiquement. La génétique peut pas coder pour ce genre de choses si subtiles. La génétique, ça code pour des schèmes comportementaux simples, pas pour une représentation de soi, pour une perception de soi. Si on vient comme ça interférer à un si jeune âge, ça peut être problématique. Je ne dis pas que ça va être absolument, heureusement, la nature elle est assez forte, mais quand même pour certains enfants fragiles, ça peut être problématique. D'autant plus que les parents sont actuellement baignés dans une histoire de tolérance au genre qui fait qu'on n'ose pas dire à un garçon qui tout d'un coup se sentirait un peu fille, mais non, tu es un garçon, puis de l'accompagner dans son développement. Il y a certains parents aux États-Unis, j'ai appris que finalement si un père disait à son fils qu'il est un garçon, alors que le fils dit se sentir fille, à la limite, ce père pourrait être attaqué en justice parce qu'il brime son enfant, alors qu'on pourrait le voir comme, non, il essaye de l'aider dans son développement. Mais même ça, c'est à peine si on ose le dire, sous peine de passer pour transphobe, homophobe ou que sais-je. Or, non. Moi, personnellement, je me considère au contraire comme un ami de personnes qui peuvent souffrir dans leur vie, qu'on ne doit absolument pas ostraciser. Mais de là à ce que on crée une généralisation du fait que c'est fluide, alors que justement c'est quelque chose qui se développe, qui a cette fluidité, mais où on gagne quand même à se structurer, je crois, enfin jusqu'à preuve du contraire, on gagne à se structurer comme homme et comme femme dans une société. C'est un projet, on est dans un projet social, et est-ce qu'on l'a décidé? Est-ce que qui est aux commandes de ce genre de choses? Moi, je m'interroge sur comment ça se fait que les autorités convoquent comme ça, enfin, ou soutiennent ce genre de lecture. Il semblerait que ça pourrait même aller dans des classes, à l'école primaire, dans les leçons d'éducation sexuelle, ou même peut-être plus librement. Qui est-ce qui décide de ça? Quelle est la science qui est là derrière? Comment est-ce qu'on se détermine pour soutenir tout ça? J'aimerais bien en connaître les tenants et les aboutissants, parce que c'est très interloquant pour le clinicien que je suis. En outre, le docteur Chaton craint que les plus jeunes ne soient plus à même de mesurer les conséquences d'une transition sexuelle, la fluidité des genres étant progressivement imposée comme une norme. À ses yeux, le débat est devenu difficile. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur les chaînes YouTube et Ganging World de Nouvel Angle pour NTD. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est engagé à ce que le politiquement correct n'entrave pas la lutte contre les gangs de prédateurs sexuels, alors qu'il annonçait une nouvelle série de mesures visant à protéger les jeunes femmes et les jeunes filles des abus sexuels. La nouvelle mesure prévoit l'utilisation de données ethniques pour soutenir les enquêtes de police, mais les critiques mettent en garde contre une focalisation excessive sur la race. Rishi Sunak s'est engagé à ce que le politiquement correct n'entrave plus la lutte contre les gangs de prédateurs. Le Premier ministre britannique a annoncé lundi une nouvelle série de mesures qui, selon les ministres, protégeront les jeunes femmes et les jeunes filles des abus sexuels. L'année dernière, j'ai dit que si je devenais Premier ministre, je voulais prendre des mesures décisives pour éradiquer ce fléau.
C'est ce que nous annonçons aujourd'hui. Un nouveau groupe de travail dirigé par des experts de la police, des peines plus sévères et une nouvelle obligation légale pour les personnes travaillant avec des enfants de signaler les abus. Sunak s'est rendu à Leeds et à Rockdale, dans le Grand Manchester, pour lancer une nouvelle task force au sein de laquelle les officiers spécialisés aideront les forces de police locales à résoudre les enquêtes sur l'exploitation sexuelle des enfants. En 2012, un scandale d'exploitation sexuelle d'enfants a été découvert à Rockdale, Rotterdam et Telford. Le Premier ministre a déclaré que les nouvelles mesures permettraient aux dénonciateurs de se manifester plus facilement. Le Premier ministre a déclaré que les nouvelles mesures aideront les dénonciateurs. Dans le passé, ils ne l'ont pas fait car ils craignaient de ce qui leur arriverait et de ne pas être pris au sérieux. Ils avaient peur d'offenser les gens. C'est une erreur. Le plan prévoit également l'utilisation de données ethniques pour aider la police à enquêter sur les gangs de prédateurs. Les ministres affirment qu'il est nécessaire de s'assurer que les sensibilités culturelles ne soient pas utilisées pour empêcher l'arrestation de criminels. Dans une interview donnée dimanche, la ministre de l'Intérieur Suella Braverman a pointé du doigt les hommes britanniques d'origine pakistanaise en raison des inquiétudes suscitées par les gangs de prédateurs. Les critiques mettent en garde contre une focalisation excessive sur la race, soulignant que le fait de ne prendre en compte que la race pourrait créer de nouveaux angles morts. Sunak a déclaré que toutes les formes d'exploitation sexuelle des enfants étaient horribles et répréhensibles. Sir Keir Starmer a déclaré qu'il était juste que l'appartenance ethnique ne soit pas un obstacle à l'enquête, mais il a fait remarquer que la grande majorité des cas d'abus sexuels n'impliquaient pas de minorité ethnique. Si vous regardez les chiffres globaux, il s'agit d'un élément relativement petit, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Ne vous méprenez pas. Mais si nous n'avons pas une vision claire de l'ensemble, nous n'aurons pas de réponse appropriée. Le chef de l'opposition a également critiqué le gouvernement pour n'avoir pris des mesures que 10 ans après la révélation du scandale. Les dernières nouvelles sur l'inculpation de l'ancien président Trump. Trump est maintenant à New York avant sa mise en accusation. Il est arrivé à la Trump Tower hier en fin d'après-midi, lundi. Melina Weiskup était sur place pour en savoir plus. Hier, tout est revenu à la normale et cela était le cas le reste de la journée. Trump est arrivé vers 16h30 ici à la Trump Tower. Il est arrivé très discrètement et a franchi les portes d'entrée en attendant brièvement avant d'entrer à l'intérieur. Mais tout s'est déroulé comme d'habitude. La seule différence visible est que la sécurité est un peu plus renforcée. Des agents de la police de New York seront en attente jusqu'au moment où Trump se rendra dans le sud de Manhattan pour la fin de sa mise en accusation. Hier, l'ancien président Trump a rompu son silence, commentant enfin cette affaire et déclarant qu'il avait confiance dans le système judiciaire. Cependant, les détracteurs de l'inculpation de Trump et certains partisans de Trump que nous avons entendus, bien sûr, pensent exactement le contraire. Nous allons vous faire écouter quelques-unes de ces interviews. Je pense que c'était le procureur général. Je suppose que c'est son titre. Je pense qu'il est mal inspiré d'utiliser l'argent de nos contribuables pour persécuter le président des États-Unis. Ça ressemble un peu à un simulacre de procès dans l'ancienne Union soviétique, où l'on pourrait au moins observer qu'il se rapproche dangereusement mais sûrement de telles pratiques qui ont été vivement critiquées depuis des décennies. Je suis donc juste là pour apporter un soutien moral à Donald Trump. Alvin Bragg, Soros, il s'oppose de manière militante à Donald Trump. Il a fait campagne pour l'élimination de Donald Trump dès le premier jour sur n'importe quel sujet. Il s'agit donc d'une sorte de crime, d'une accusation qu'il a déterrée. Il attaque comme il peut et il pense que cette attaque fonctionnera. Nous nous en réjouissons parce que Donald Trump va bénéficier d'une hausse de 10 à 15 points dans les sondages demain. C'est ce que j'appelle le choc Trump. Tous ceux qui disent qu'il ne s'agit pas d'une campagne politique contre le président et l'ancien président mentent. Un point, c'est tout. Il n'y a pas moyen de simplement appeler ça une chasse aux sorcières. Ils mentent, c'est tout. L'ancien président Trump a passé la nuit ici à la Trump Tower avant de se rendre dans le sud de Manhattan pour sa mise en accusation. Que se passera-t-il alors ? Il s'agit surtout de savoir comment les choses vont se dérouler, à quoi cela va ressembler. En effet, les fonctionnaires de la Chambre des représentants pourraient sauter certaines procédures qu'ils appliqueraient normalement lors de ce type de mise en accusation, comme la prise d'une photo d'identité par exemple. Les empreintes digitales seront très probablement relevées, mais il y a certains risques de sécurité qui ne sont pas prêts à prendre en raison de l'importance de cette affaire.
Trump devrait comparaître devant le tribunal à 14h15, heure locale. Nous espérons qu'à ce moment-là, nous aurons plus de détails sur cet acte d'accusation, car pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose sur les charges qui pèsent contre l'ancien président Trump. La seule chose que nous savons à peu près de cette affaire, c'est qu'il est accusé d'avoir mal déclaré des fonds de campagne, 130 000 $ donnés à l'actrice de film pour adultes Stormy Daniels, qu'il a enregistré comme frais de justice. C'est donc à peu près tout ce que nous savons de cette affaire. Mais pour ce qui est des chefs d'accusation exacts de l'ancien président Trump, ils ont été mis sous scellé par le procureur. Nous espérons donc obtenir plus de détails à ce sujet prochainement. NTD sera sur le terrain au palais de justice toute la journée pour cet événement sans précédent, marquant ce moment de l'histoire. Harcèlement des agents électoraux, désinformation et procès futiles. Les élections sont confrontées à des problèmes croissants de personnel, car de nombreux agents électoraux expérimentés sont poussés à prendre leur retraite. Daniel Monaghan de NTD nous explique tout ça. La sénatrice Amy Klobuchar a entendu des témoignages sur les problèmes auxquels les élections sont confrontées. Lors d'une audition de la commission du règlement du Sénat, la sénatrice a mis l'accent sur un domaine particulièrement urgent. La nécessité de contrer le barrage de menaces et de harcèlement visant les travailleurs électoraux de la part de ceux qui cherchent à saper notre démocratie. Selon Klobuchar, un agent électoral sur 3 s'inquiète de sa sécurité en raison de son travail et près d'un sur 6 a reçu des menaces. Elle a indiqué que certains fonctionnaires avaient même reçu des menaces de mort et a évoqué les causes possibles de ces menaces. Nous devons nous attaquer aux causes profondes de la désinformation qui se propage en ligne et à l'impact qu'elle a sur notre démocratie. Pour la sénatrice Deb Fischer, l'administration d'élections libres et équitables est l'un des aspects les plus fondamentaux de la démocratie américaine. Elle ajoute que les États jouent un rôle de premier plan dans ces élections. C'est ce que voulaient nos pères fondateurs. Notre rôle au Congrès est de soutenir les élus locaux et d'État. Fischer a mis en garde contre toute prise en main des élections par le gouvernement fédéral. Le sénateur Ted Cruz a réagi au témoignage. Tous les Américains veulent des processus électoraux auxquels ils puissent faire confiance et qui soient appliqués de manière neutre. Mais Cruz affirme que les secrétaires d'État, ou même les cours suprêmes des États, vont parfois à l'encontre de leurs propres lois, dans le but de faire pencher les règles vers ce qu'il appelle un résultat préféré. Selon lui, cela sape la confiance du public américain dans le processus démocratique. Selon Cruz, les cartes d'identité des électeurs en sont un exemple. Le sénateur du Texas affirme que 82% des Américains sont favorables à l'identification des électeurs, ainsi que 62% des démocrates. La carte d'électeur devrait à mon avis être une exigence minimale de base pour une élection libre et équitable. Mais Cruz affirme que la quasi-totalité des démocrates du Congrès et de nombreux secrétaires d'État démocrates s'opposent aux lois sur l'identification des électeurs. Le vote par correspondance a également été abordé. Le sénateur Michael Bennet a vanté le taux de 95% de vote par correspondance au Colorado. Marcia Johnson, du Comité des avocats pour les droits civiques, a déclaré que le vote par correspondance était une forme de vote très sûre. Daniel Monaghan, NTD Actualité. Le vaste réseau de vidéosurveillance de Moscou joue un rôle important dans l'arrestation des manifestants qui s'opposent au gouvernement. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la police russe a intensifié le recours à la reconnaissance faciale pour réprimer les dissidents. Les autorités ont commencé à l'utiliser comme mesure préventive pour empêcher les gens de manifester. Cette vidéo a été enregistrée par Alexander Jarov, militant russe des droits civiques, alors qu'il entrait dans une station de métro à Moscou. On voit Jarov franchir un portique de paiement équipé d'une caméra qui prend une photo de lui. Quelques minutes plus tard, des policiers s'approchent de lui sur le quai. C'est la 3e fois que Jarov était arrêté dans le métro de Moscou. Je leur ai demandé de me donner la raison de ma détention. L'un des policiers s'est justifié en disant que j'étais sur la liste des personnes recherchées. Le militant a été identifié par reconnaissance faciale, une technologie largement déployée dans le réseau du métro de la capitale. En Russie, nous avons un Big Brother qui nous surveille en permanence. Et les gens ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas parler davantage de choses politiques. Le gouvernement russe et les autorités de la ville de Moscou n'ont pas répondu aux questions détaillées concernant cette histoire et les épisodes qu'elle décrit.
En 2017, la ville de Moscou a annoncé le lancement de l'un des plus grands réseaux de vidéosurveillance par reconnaissance faciale au monde. Le département des technologies de l'information de la capitale a déclaré à l'époque que quelques 160 000 caméras avaient été installées dans toute la ville pour aider les forces de l'ordre. Le métro de Moscou utilise la reconnaissance faciale dans le cadre de son système de paiement des billets, ainsi que pour des raisons de sécurité. Les passagers sont photographiés lorsqu'ils franchissent les portes. Un algorithme informatique utilise ensuite des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser et identifier les visages. Si le système signale un passager en vue d'une détention, la police intervient en quelques secondes ou minutes. C'est ce que révèlent 29 personnes qui ont été arrêtées de cette manière. Toutes ont un point commun. Elles critiquent le président Vladimir Poutine. La plupart d'entre elles ont déjà participé à des manifestations anti-gouvernementales. Je pense que la raison pour laquelle j'ai été arrêté dans le métro est que j'ai pris position, à savoir que je suis contre la guerre entre la Russie et l'Ukraine et contre la répression politique dans le pays. L'examen de plus de 2000 affaires judiciaires montre que ces caméras ont joué un rôle important dans l'arrestation de centaines de manifestants. La plupart de ces personnes ont été arrêtées en 2021 après avoir participé à des manifestations anti-gouvernementales. Selon plus d'une vingtaine de détenus après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les autorités ont commencé à utiliser la reconnaissance faciale pour empêcher les gens de manifester. Sergei Pinchuk est l'un d'entre eux. Le 9 mai, j'ai été arrêté dans une station de métro à Moscou. En fait, j'avais déjà été détenu 5 ou 6 fois, je ne sais plus, en raison de mes activités politiques, mais cette détention était spéciale. C'était inhabituel, parce que j'ai été détenu pour rien. À peine entré dans la station de métro, un policier s'est approché de moi, m'a attrapé et m'a dit « Vous êtes arrêté, venez avec moi ». Pinchuk affirme que la police l'a ensuite emmené dans un poste de police voisin pour l'interroger. Il y avait un policier, Rogov, c'est son nom de famille. Je m'en souviens parce qu'il m'a menacé. Il m'a dit qu'il me mettrait en prison pendant des années. Il m'a attrapé par le cou et m'a frappé contre le mur à plusieurs reprises en me donnant des coups de pied. Il était vraiment en colère. Il était violent. Oui, c'était une mauvaise expérience. Ni Pinchuk ni Jarov n'ont été inculpés. Pour Pinchuk et Jarov, la surveillance, le risque de détention et les pressions exercées par la police ont tellement bouleversé leur vie qu'ils n'ont eu d'autre choix que de quitter la Russie. Après la détention, j'ai eu le sentiment que la Russie se transformait en une sorte de succursale du Xinjiang chinois où les technologies numériques modernes deviennent un jouet dans les mains d'un dictateur. Jarov s'est installé en Allemagne, tandis que Pinchuk a décidé de s'installer aux États-Unis. Il vit aujourd'hui à Seattle et est demandeur d'asile. Une alpiniste mexicaine relève un défi. Elle va passer un mois entier seule sur le plus haut sommet du pays, à une altitude de plus de 5600 mètres. Je suis à 15 mètres en dessous du sommet du pic d'Orizaba. Pourquoi? À cause des vents, à cause de l'orage. Cette zone appelée Humeros est la zone la plus chaude du volcan. C'est ici que se dégage de la fumée comme de la vapeur et c'est plus chaud. S'il y a de la neige, elle fond rapidement et le vent ne frappe pas autant. C'est pourquoi je suis ici et le sommet n'est qu'à 3 minutes de marche. Alors chaque jour j'y vais, j'enregistre des vidéos, je vois le lever du soleil et je reviens. Et je lis, je pense. Par exemple, ma mère m'a donné la Bible, donc je passe le plus clair de mon temps à lire et à méditer. L'alpiniste dit qu'elle aime repousser les limites de son corps. Elle a été inspirée par un alpiniste espagnol qui a passé 2 mois à haute altitude il y a plusieurs dizaines d'années. Elle-même a commencé à grimper il y a 5 ans et a conquis 160 sommets à ce jour. Le défi actuel la maintiendra au sommet de ce volcan endormi jusqu'au 20 avril. Les conditions météorologiques et les températures froides sont quelques-uns des dangers auxquels elle est confrontée, ainsi que la solitude.
Mais un groupe d'alpinistes vient lui apporter de la nourriture et des vêtements propres, une fois par semaine. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjingworld.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.